Bonsoir Henri Lecomte. Bonsoir. Merci de nous accorder un peu de votre temps. Vous êtes à Genève pour le Go-Net Geneva Open évidemment. Vous êtes ici à la maison puisque ce Ouais. tournoi, alors pas le Go-Net Geneva Open qu'on connaît aujourd'hui, mais vous l'avez gagné en 86. Quel souvenir! Déjà, bon, c'est il y a fort longtemps. Non, quel souvenir, un moment fantastique parce que c'est ma meilleure année. Je gagne, bien sûr, c'était à l'époque ou le Martini Open ou le Barclays Open ou je ne sais plus comment ça. Martini Open, je crois. Martini Open. Ouais. Et donc je gagne le tournoi de Genève pour enchaîner avec le tournoi de Hambourg derrière et je finis l'année numéro 5 mondial. Donc que de bons souvenirs. Toujours agréable de revenir dans cet endroit aussi incroyable, magique que ce parc des eaux vives. On va revenir sur votre carrière, votre destin atypique. Il y a quelque chose de chevaleresque chez vous, même de l'ordre du mousquetaire, non? Ah oui, absolument, bien sûr. Un peu d'Artagnan. Ouais. Moi j'aime bien, je suis un peu côté où on ne l'attend pas. Un moment où voilà, un petit peu voilà, d'Artagnan qui arrive et qui va sauver ses copains, un peu les trois mousquetaires, quoi. Même les Alors, quatre. votre palmarès, ancien numéro 5 mondial, c'était au top. 9 titres de simple, 10 titres en double, titre mémorable, Coupe Davis, c'était en Ouais. 91. C'était ça votre sommet, la Coupe Davis 91. Vous vous refaites le point gagnant, je crois. On refait le point gagnant surtout de la balle de match de Guy Forget. On refait le point gagnant du match incroyable que j'ai fait le premier jour contre Pete Sampras, où on ne m'attendait pas du tout. Et puis ce double qu'on a gagné avec Guy, c'était vraiment une période et un moment assez incroyable, assez unique. Si on avait fait un film, c'était un film plutôt à la Hitchcock. C'est-à-dire que Guy devait gagner, il perd, c'est moi qui gagne, après on gagne en double, et ça se termine sur ce match assez incroyable de Guy Forget qui bat Pete Sampras. Donc c'est un moment qu'on n'oubliera jamais. 59 ans, on n'est pas gagné de la Coupe Davis. Donc vous connaissez ça aussi en Suisse, il y a eu des bons moments aussi à Il y a eu des Genève. très beaux moments. Ouais. On va y revenir. Mais d'abord, quand même, un mot sur vous, Mhm. parce que votre carrière, vous l'avez arrêtée avant les années 2000 officiellement, Oui. sur les terrains. Et pourtant, on vous arrête toujours énormément dans la rue, on vous demande des autographes, on vous demande des photos. Comment vous expliquez ce lien si particulier que vous avez tissé avec le public et qui dure encore aujourd'hui? Ce lien, c'est, comme on dit, populaire, popularité, populaire. Je suis proche des gens, j'aime les gens, j'aime partager, j'aime aussi retransmettre, j'aime voilà, vivre avec eux, avec vous, les moments que j'ai pu avoir, qui ont été aussi parfois des moments difficiles. C'est ce que j'explique un petit peu dans mon livre, Balle Neuve, pour que les gens puissent comprendre que nous aussi, on est des êtres humains, mais être populaire, c'est quelque chose que j'adore et que je respecte aussi. Je respecte énormément les gens. Alors on peut connaître bien sûr un président, on peut connaître aussi le ramasseur de balles, on peut connaître le jardinier et être de la même façon parce qu'on aime partager ces moments-là. Et je suis fier, je suis heureux aujourd'hui de pouvoir le partager encore avec vous tous parce que voilà aussi je suis bien accompagné et que j'ai une femme extraordinaire qui m'a aidé à évoluer et surtout à me comprendre. Pas facile parce que ça se bouscule Et il y en a eu parfois. beaucoup des femmes, je crois, Henri Lecomte. Oui, mais c'est pas bien sûr, mais je crois qu'avant tout, si j'avais rencontré Maya bien auparavant, je pense que j'aurais gagné un ou deux grands chelems parce que j'aurais pu gérer mes émotions. C'est ça la chose la plus importante. Parce qu'un homme, derrière un grand homme, il y a une grande dame, derrière une grande dame, il y a un grand homme aussi qui peut aussi vous amener énormément de choses et vous faire évoluer. C'est pour ça qu'on comprend beaucoup plus de choses. Le côté populaire, le tennis aussi, c'est vraiment quelque chose qui vous colle à la peau. Alors que par exemple, votre copain Yannick Noah, aujourd'hui, on dit que c'est un chanteur. Certains ont oublié qu'il avait juste gagné Roland Garros en 83. Ce qui est fou, c'est ça, c'est qu'il a quand même fait quelque chose d'incroyable. Il était un très très grand joueur de tennis, gagné Roland Garros. Et puis il a tout d'un coup fait une autre carrière dans la chanson. Et il est vrai que les jeunes aujourd'hui, Et magnifique carrière en plus. Hein. Magnifique Deux carrière. très belles carrières. Bête de scène. Il a réussi à retrouver, en fin de compte, sa passion et la communication avec le public en étant chanteur. Et 83, quand il remporte Roland Garros, il y a quelque chose qui se passe dans votre tête. Vous dites, pourquoi pas moi? Bien sûr, parce que, pourquoi pas moi? Parce qu'on veut toujours tuer le maître. On veut toujours tuer le grand frère. Parce que c'était le grand frère. Et c'est grâce aussi à Yannick qui m'a permis de faire la carrière que j'ai pu faire. Où on a pu aussi s'attirer les deux vers le haut. Parce qu'il y avait une rivalité, une compétition, un peu comme Roger Federer et Rafael Nadal. Pourquoi ils ont été aussi forts? Ils ont marqué l'histoire parce que l'un, en fin de compte, ça faisait, ils s'aidaient mutuellement. Et pour moi, c'était important de pouvoir dépasser le maître. Il y a ce livre, vous en avez parlé, Balle Neuve, une sorte de mise à nu. Pourquoi avoir eu besoin de coucher sur papier un certain nombre de choses, un certain nombre de coulisses aussi? Il est important de pouvoir partager, retransmettre et
faire vivre à mes lecteurs et aux gens tout ce qui s'est vraiment passé dans ma vie et d'assumer. Il y a eu des livres auparavant, mais ça n'a pas été le cas. On a mis plus de 2 ans et demi avec Maya pour le faire, ce livre, parce qu'on voulait que ces mots soient retranscrits de la même façon que je vous parle aujourd'hui. C'est-à-dire que quand vous lisez ce livre, vous dites « mais Henri, tiens, il est juste à côté de moi ». Mais aussi, je n'ai pas voulu non plus cacher certaines choses. Je reste très pudique sur ma vie privée aussi, parce que c'est des moments qui sont très privés. Mais les choix que j'ai pu faire, je les assume totalement et entièrement. Et ça vous permet aussi de vous faire un petit peu une psychanalyse, de pouvoir aussi évacuer, de pouvoir comprendre, de pouvoir aussi accepter ce qui m'est arrivé. C'est rien de pire que de dire « ah, j'aurais dû faire ci, ah, j'aurais dû faire ça ». Non, ma vie, elle a été comme ça, avec des rebondissements, avec des moments extraordinaires, mais aussi des doutes, comme tout le monde. Il y a un passage assez délicieux, vous parlez des belles blondes avides de fric et de notoriété, désireuses d'atteindre la lumière dans le sillage d'un champion. Il y en a eu beaucoup? Il y en a eu beaucoup, oui. Et après, on ne peut pas sauver le monde. Hein. On ne peut pas aussi. Il faut assumer un petit peu les différentes situations. C'est ce que j'ai dit dans mon livre. Et des personnes, parfois, on croit vouloir les sauver, mais on ne peut pas. Il faut qu'elles se sauvent elles-mêmes. Et c'est pour ça que ce livre, moi, il était important de le faire. On prend conscience à quel point le tennis baigne votre vie depuis l'enfance. Hein. Depuis gamin, vous êtes sur les cours, vous dormiez avec votre raquette. Ouais. La première raquette, vous vous en souvenez? La vraie raquette? Ah je l'ai toujours en plus. C'est la raquette en bois. C'est la Slazenger, c'est la Marville. C'est la raquette que je prenais pour aller bon, mes parents ne voulaient pas que j'aille à l'école avec la raquette. Bon, c'est un petit peu normal. C'est pour ça que j'explique un peu dans mon livre avec les balles de tennis et la gouttière. J'ai été viré plusieurs fois de l'école. Mais ma raquette, le tennis, c'est ma vie. Et encore aujourd'hui. Vous savez, j'ai déjeuné avec Björn Borg, mon idole, encore à midi. On parlait du tennis, on parlait de l'évolution, de ce qu'il est devenu aujourd'hui, ce respect qu'on a pour les anciens joueurs et les joueurs actuels, cette passion, cette envie de fougue de vivre et de partage. Donc c'est, voilà, gamin, quand on est gamin, on rêve d'être champion de tennis, on fait tout. Très belle histoire avec Björn Borg, parce que c'est votre idole quand vous êtes gamin, puis vous devenez ami. Et ça, c'est les cadeaux de la vie, c'est le hasard de la vie. Vous vous rejoignez comme ça? C'est pas le hasard de la vie, c'est parce qu'on a les mêmes valeurs et le même respect. Moi, je respecte énormément Björn Borg pour tout ce qu'il a fait. On ne peut pas imaginer la difficulté qu'il a pu faire entre gagner Roland Garros et 15 jours après jouer sur gazon, un gazon ultra rapide, avec des raquettes en bois, avec des petites balles blanches qui allaient à 200 à l'heure. Avec le tennis aussi d'actuel, comme a pu marquer l'histoire et exceptionnel comme Roger Federer, Rafael Nadal. C'est un grand monsieur et ce monsieur, ce joueur, nous a permis de faire évoluer le tennis à ce qu'il est aujourd'hui. Donc beaucoup d'admiration et de respect, bien sûr. Vous quittez l'école assez jeune, l'école ne dure pas longtemps avec vous, ça Non, c'est c'était pas mon l'avantage. truc. Et vous quittez aussi à ce moment-là le foyer familial, hein. Donc c'est vraiment un vrai départ, un nouveau départ, vous faites du sport-études, vous êtes un peu coupé du petit cocon familial. Et c'est le début, là, vraiment des choses sérieuses pour vous, du travail dur. C'est pas du travail dur, c'est la passion. Vous Mais savez, c'était dur quand même d'être séparé oui, mais de vos c'était parents. dur. Mais j'ai eu la chance aussi d'avoir ma sœur Frédéric qui jouait très bien, qui m'a accompagné au sport-études à l'INSEP, à l'Institut national des sports à Paris. Nous, on n'était pas très loin, on était à 20 minutes, donc c'était assez simple de pouvoir avoir les parents. Mais c'était ma passion. Bien sûr qu'il y a des moments de doute. Il y a eu des pleurs, il y a eu des crampes, il y a eu mal aux jambes partout parce que on poussait la machine au maximum. Mais j'avais toujours cette fièvre, cette passion. Est-ce que vous dites je suis passé à côté de ma jeunesse? Non. Bien sûr, quand on voit les potes qui sortent et qui s'amusent, et que nous, on est partis quand même à faire des tournois à droite et à gauche, et parfois on est blessé. Ou alors on est aussi viré. Hein, c'est ce que j'explique aussi dans mon livre. Lorsque la Fédération française de tennis vous met dehors, Jean-Paul Lotte, qui fait la préface de ce livre, qui dit « Henri, tu n'as pas fait de résultats, dehors, tu reviendras quand tu auras fait des résultats ». Merci Jean-Paul. Ça fait une réaction, ça permet de réagir. Et quand vous voyez vos potes qui vont en vacances pendant 2 mois, parce que c'est 2 mois de vacances, eux, juillet, août, parce que l'école se termine, vous êtes... après, vous rattrapez ces moments-là. Vous en parlez dans le livre, une rencontre décisive pour vous, c'est John Tiriac. Racontez-nous un peu cette rencontre. Qu'est-ce qui vous a appris au fond? Alors Yon, c'est mon deuxième père, père spirituel qui m'a apporté énormément. Cette rencontre est dingue parce que j'étais à Roland-Garros, évidemment. J'étais viré de la fédération pour manque de résultats, mais je me promenais avec mes 2 raquettes et un copain, et puis tout d'un coup, il y a Yon qui arrive, un grand monsieur avec des belles bacchantes. Il fait « Toi, venir jouer tennis Villas ». Vous avez 16-17 ans, vous jouez au tennis contre Guillermo Villas, qui est numéro 2 mondial quand même.
Toi, servir, je sers. Évidemment, gaucher, j'ai un service avec un kick énorme, donc il n'arrivait pas à retourner. Toi, revenir demain. Toi, revenir encore demain, demain. Au bout de 15 jours, il dit, moi, venir voir tes parents pour parler. Et je dis, mais d'accord, donc j'invite. Je dis à maman, il y a Yon Tiriac et Villas qui viennent à la maison. Et évidemment, ce qui est arrivé, c'est que Yon a dit à mes parents, toi, moi, occuper d'Henri, moi, partir avec lui. Mon père, qui est quand même pas très grand, mais c'est un peu Lino Ventura, il dit, moi aussi, toi, parler à toi, contrat, c'est moi. Et voilà, comment c'est arrivé. Et je suis parti 4 ans avec Yon Tiriac, Guillermo Villas, bien sûr, Elie Nastase, où là, j'explique dans mon livre toutes les bonnes choses de la vie. Et là, il vous apprend quoi, Yon Tiriac, pendant ces 5 années? Il m'apprend à travailler, il m'apprend à souffrir, il m'apprend à dépasser mes limites. Il m'a fait, tu vas jouer, tant que tu n'auras pas de crampes, tu ne t'arrêteras pas. J'ai joué 8 heures par jour. On était en Australie, on jouait 8 heures par jour pendant un mois. On faisait 2h30 de coup droit, 2h30 de revers, 2 heures de service, à la volée, au truc. Et il me poussait. Et là, j'ai vraiment compris ce que c'était que le travail. L'histoire, elle dure 5 ans avec Yon Tiriac environ. Ça a été quoi ensuite, une rupture ou une transition logique? Ça a été les deux. C'était une transition logique parce que moi aussi j'avais évolué. Ma vie allait dans une autre direction. Et que lui aussi, n'oubliez pas, il avait déjà des yeux sur un certain Boum Boum, Boris Becker, avec qui j'ai commencé à jouer quand il avait 16-17 ans. On s'est entraîné et il s'est dit maintenant Henri, toi tu es parti, tu commences à faire ta carrière. Et puis voilà, puis il fallait, de toute façon, il y a toujours une transition, un passage où on doit aller dans une autre direction avec une autre personne. Et là, ça va très vite pour vous. Vous n'avez pas 20 ans, vous êtes déjà dans le top 30 mondial. Et la presse se demande, mais jusqu'où ira-t-il? Ah, il me prenait un peu pour le nouveau Rod Laver. Et malheureusement, bon, j'ai fait une carrière exceptionnelle. Ça aurait peut-être été plus performant dans certains domaines, mais il y a aussi eu beaucoup de blessures. Mais ça a été des moments fantastiques parce que je suis toujours quelqu'un où il est vrai que quand je jouais les meilleurs joueurs du monde, j'étais très 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 motivé. Et quand c'était un peu moins fort, parfois bon, j'avais plus de mal à me concentrer. Et c'est ce qui a fait aussi mon charisme et mon caractère et ma personnalité. Vous avez grandi très vite, ça vous le dites. Ouais. Presque trop. Oui, parce qu'à un moment, physiquement, c'est compliqué. On n'est pas à la technologie d'aujourd'hui où on peut vraiment travailler, être préparé spécifiquement comme des Formule 1. On a fait certaines choses, on a fait parfois peut-être des choix qui m'ont malheureusement mis dans des situations difficiles avec 3 hernies discales opérées. Donc, mais ça, c'est comme ça, c'est la vie. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Hein. Parlons un peu de 1988, Henri Lecomte. C'est une année difficile pour vous. Votre pire année, je crois. Oui, parce que quand on regarde tennistiquement parlant, c'est fabuleux. Tu te retrouves en finale de Roland-Garros, tu perds contre Mats Wilander. Bon, c'est pas si grave, c'est le numéro 1 mondial. Il finit numéro 1 mondial à la fin de l'année, il gagne l'Open d'Australie, Roland-Garros et l'US Open. Quand tu perds contre ce monsieur-là, tu ne dois pas être trop déçu. Bah si, parce que je suis français, pardon. Oh et je me retrouve à Roland-Garros pour prendre la place de Yannick Noah, 5 ans après. Donc les Français attendent énormément. Et ça ne s'est pas bien passé. Et puis lorsque tu fais généralement une boulette et que tu as aussi du caractère, j'ai fait un discours qui n'a pas été vraiment apprécié, qui a été en plus à une période où c'était beaucoup plus de l'arrogance que de la timidité. Mais moi j'étais timide. J'aurais préféré être comme Ratatouille, partir comme une petite souris et puis revenir un autre jour. Mais c'était la pire année parce que tout le monde m'en a voulu pendant très très longtemps, fort longtemps. Après, il y a eu les Jeux Olympiques, ça s'est très mal passé aussi. Et puis quand tu fais une boulette, généralement, tu en fais plusieurs. Donc tu l'as fait jusqu'au bout et jusqu'à la fin de l'année. Comme si Chirac disait les emmerdes, ça vole en escadrille. Voilà, absolument. Et qui était, d'ailleurs, j'en parle dans mon livre aussi de M. Chirac. Mais c'était une année très 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 difficile, même s'il y a eu quand même des belles choses. Et ça m'a servi par la suite. Il y a eu aussi la dureté, vous l'avez dit, du public, de la presse, qui n'a pas été tendre à votre égard. Mais vous-même, vous avez un regard assez critique aussi, ou assez sévère sur ce public, sur cette presse, une forme d'injustice un peu, où vous ne comprenez pas pourquoi on peut être aussi méchant avec vous. On vous arrêtait dans la rue, on était méchant avec vous. Enfin, je veux dire, ça paraît un peu incompréhensible. Ça paraît incompréhensible, parce que lorsque tu finalises de Roland-Garros, quand même un Français en finale, c'est pas si mal. Non, je ne pouvais même pas aller acheter une baguette, parce qu'on me disait, ça va connard, t'as bien, t'as perdu, ça va. Mais c'était aussi l'image que j'avais pu retransmettre, comment j'avais non plus pas accepté
au lieu de dire bravo, je suis désolé, j'aurais pu faire mieux, mais voilà, bravo Matt, c'était trop fort. Ça serait très bien passé. Mhm. Tandis que là, j'ai fait autre chose. Moi, Ouais, vous avez dit, j'espère que vous avez compris mon jeu. c'est un jeu difficile, donc c'est un peu arrogant. Aujourd'hui, je le dis, ça passe très bien. Parce qu'après, je le retourne. Mais à l'époque, non. Et ça a été une période vraiment, mais dramatique pendant plusieurs années. Parce que ce qu'il faut dire, et ce que vous reconnaissez dans le livre aussi, c'est que vous avez, alors je ne sais pas si aujourd'hui c'est toujours le cas, mais ce besoin, cette envie d'être aimé, cette envie d'être adulé. Alors vous avez été entouré d'amour toute votre vie, au fond. Oui, mais moi, je voulais qu'on m'aime et je voulais surtout être aimé. Et je souffrais aussi d'une incompréhension et d'être aussi peut-être un culte qui n'était pas cette chose-là. Où je me disais, ben, si faut que vous m'aimiez, donc aimez-moi. Mais non, il faut d'abord que moi, je m'aime moi-même déjà, pour comprendre la situation et pour pouvoir aussi avancer. Il y a aussi les ennuis de santé enfin il y en avait déjà un peu, mais là disons que ça s'intensifie. Il y a la main, il y a le dos. On vous surnomme même bistouri, hein, tellement vous passez entre les mains des chirurgiens. Ouais, voilà, vous connaissez tout par cœur. Ça a été le moment difficile, oui, bien sûr, parce que j'arrêtais pas d'être opéré, j'étais fragile, un peu comme certains joueurs comme aujourd'hui. Del Potro, par exemple, malheureusement a été opéré assez souvent. Ben voilà, on était fragile. Mais parce qu'on est fragile, parce qu'aussi on n'a pas su, ce que j'explique, les émotions. Les émotions sont très importantes. On est fragile. Et donc automatiquement, on se fragilise aussi physiquement. Et là, on ne sait pas par quel miracle, vous remontez petit à petit cette pente entre 88 et 91. Là, il y a quelque chose qui se passe, une espèce de métamorphose. Ben, il y a surtout le sphinx qui renaît de ses cendres. Il y a surtout le sphinx ou le phénix? Ou le phénix, pardon, le phénix. Ouais. Pourquoi je dis sphinx? Le sphinx. Ça va pas mieux, hein. Voilà, comme quoi je dis encore des conneries. Hein. Non, le sphinx. Le phénix qui renaît de ses cendres, qui, en fin de compte, c'était un moment très important et unique pour moi de pouvoir prouver aux gens que j'étais capable de marquer l'histoire. Et marquer l'histoire, c'est en 91, en 91, où gagner la Coupe Davis contre David et Goliath, quoi. Parce que les Américains étaient plus forts. Mais attention, il ne faut jamais attaquer un chat dans un coin. On ne sait jamais comment il va revenir derrière. Donc là, je me suis préparé comme jamais. J'ai compris que c'était quelque chose d'unique, que je pouvais peut-être marquer l'histoire et faire comprendre au public que je les aime et que je vais gagner ça pour vous. Et même vos copains étaient presque surpris de vous voir vous remettre à l'œuvre comme ça, vous voir aussi physiquement faire face à tous les ennuis que vous aviez eus. Oui, mais parce que tout d'un coup, on sait pourquoi on est là. C'est pour ça qu'on vient et qu'on aime. Très belle voix d'ailleurs. Très belle voix, oui. Que l'on vient pour marquer aussi ce moment incroyable qui va aussi changer l'histoire. Et pour moi, c'était quand quelqu'un vient vous chercher comme Yannick Noah, Patrice Ajor qui dit on va gagner la Coupe Davis, mais avec toi, tu n'as pas de solution, mon gars. Tu as intérêt à te préparer, quoi. Et il y a le coach américain, Nick Bollettieri, qui dit attention, le plus dangereux, c'est Lecomte, car il ne sait pas ce qu'il fait. Mais c'est vrai, il avait entièrement raison. Parce que pour moi, pour comprendre comment je jouais et de pouvoir encore retransmettre et pouvoir comprendre la situation et pouvoir rééditer, je faisais des coups aussi qui n'existaient pas. Donc il a fallu se canaliser un petit peu. Et là, à ce moment-là, vous êtes 156e mondial. Hein, donc c'est aussi donné l'ampleur du déclassement, quoi. Oui, mais la Coupe Davis, il n'y a pas de classement. Non. Hein. La Coupe Davis, on a vu des matchs. Moi, j'ai vu Karl Stip qui a battu Mats Wilander, numéro 1 mondial, et lui, il était 180e. Parce que ça vous transporte. Et c'est quelque chose de totalement différent que le circuit professionnel. Parlons de 96, Henri Lecomte. Là, c'est les adieux au public. Adieu douloureux quand même, de dire au revoir. Ça a été difficile pour plusieurs raisons. Parce que 96, ça a été, rien n'était prévu. J'arrête ma carrière j'arrête à Roland-Garros, je continue la saison bien sûr, mais je ne reviendrai plus à Roland-Garros. Rien n'a été prévu et donc c'est un peu l'histoire de l'amour. Je t'aime, moi non plus, et le public. Donc j'ai dû monter sur la chaise d'arbitre pour leur dire je n'oublierai jamais le moment où je vous ai dit au revoir. Et ça, c'était beau, c'était émouvant et c'était des belles paroles. C'est des choses qui sont vraiment sorties du cœur. Mais ce public est extraordinaire et encore aujourd'hui, je fais 2-3 exhibitions par an pour encore faire plaisir à certaines personnes et on se marre bien. Et par-dessus le marché, Henri Lecomte, vous êtes un rescapé. Cette méningite foudroyante, vous avez failli y rester. Parlez-nous de ce moment. Ah, ça, c'est un moment qui a été terrible. C'était à Dublin. Je fais un match contre Jakob Lasek.
Voilà. Je gagne 7-5 ou 8-6 au tie-break du 3e set. Et puis je me commence à manger. Et puis tout d'un coup, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui me verse une bouteille d'eau sur la tête. Et je me mets à transpirer. Je me mets à avoir un peu mal à la tête. Et surtout à vomir. Voilà. Complètement me déshydrater. Et là, je suis en fin de compte sauvé par un médecin qui a fait 4 ans d'études à Houston sur les méninges et qui dit, grâce à un ambulancier qui commence à déceler certaines choses, qui l'appelle, qui dit écoute, tu l'emmènes tout de suite à l'hôpital. À mon avis, c'est une méningite virale, il faut tout de suite le réhydrater. Et je suis resté 15 jours à la Black Rock Clinic qui a changé ma vie parce que c'est une clinique, généralement on rentre normal mais on ressort les pieds devant. Et j'ai mis 6 mois pour réapprendre à marcher, parce que je ne pouvais plus, j'avais perdu complètement l'équilibre. Donc ça a été un moment où j'ai compris que la vie elle est tellement belle et de pouvoir repartager ça avec tout le monde, c'est quelque chose d'important. Vous avez vu la mort en face, vous avez vu ce couloir blanc. Ah oui, j'ai vu 2 mains. J'ai eu une main d'à côté qui me dit viens, c'est génial. Un peu comme cette musique, c'est génial. Tu vas, ça va être super. Et puis l'autre de l'autre côté dit non, Henri, viens, bats-toi, on est encore là. C'est la preuve qu'aujourd'hui, voilà, je suis là et que je suis même attaqué par un B-52. Mais c'est bien, c'est mouvementé chez vous. Ouais. C'est très sympa, je trouve. Aujourd'hui, vous appréhendez les choses avec plus de recul, plus de légèreté? Aujourd'hui, j'appréhende plus rien. C'est le bonheur. Je suis heureux, je suis avec une femme que j'aime, mes enfants sont en pleine forme, je suis dans un endroit paradisiaque avec vous. Qu'est-ce que vous voulez que je demande de plus? D'être là, de profiter de la vie, de partager, retransmettre. Voilà, c'est fantastique. Un mot encore sur le monde de tennis, vous continuez de le suivre, vous le commentez aussi allègrement. Vous aviez commenté la Lever Cup avec nous sur les Mans Bleus, c'était des très beaux souvenirs. Ah oui, très très beau. Les Genevois s'en souviennent encore. Le monde du tennis d'aujourd'hui, par rapport à celui d'hier que vous avez connu, il est différent? Oui, il y a beaucoup moins, il y a beaucoup moins d'humanité, il y a moins de retour. C'est très business, c'est très professionnel, ce qui est partout. Mais d'ailleurs, il y a d'autres sports qui commencent à émerger. Je trouve qu'il ne faut pas oublier qu'on reste des êtres humains, qu'on a besoin aussi de faire passer certains messages et la passion, comme la musique. C'est beau cette musique, hein? C'est beau. Ça rythme comme ça, cet entretien, on a l'impression que tout est fait exprès. Vous êtes vraiment sur les Mans Bleus, vous avez tout fait pour que je sois dans un moment exceptionnel. Il ne manque plus qu'une petite coupette de champagne et là on est bien les enfants. Eh bien c'est justement le moment d'aller au bar. Henri Lecomte, merci infiniment. Merci à vous. Merci on rappelle votre livre Balle neuve. Merci d'avoir accordé votre temps. Merci à vous. À Les Mans Bleus. À bientôt. Au revoir.